Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre émission Les politiques face au Covid. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Déhais avec le maire, Jeannie Marc, qui est ici pour nous parler de son organisation au niveau de son territoire et puis peut-être des difficultés rencontrées face à cette pandémie qui a touché bien sûr la Guadeloupe. Nous verrons avec elle comment ça s'est passé au niveau de sa commune, comment ça se passe maintenant et puis surtout quels sont les dispositifs qui sont mis en place et qui vont continuer à l'être pour que la population soit, on va dire, sereine, si on peut utiliser ce mot, face au Covid-19. Jeannie Marc, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Wassé, bonsoir aux téléspectateurs de Canadis, bonsoir à la Guadeloupe et particulièrement bonsoir à Déhais, à Sainte-Rose, Pointe-Noire, Bouillante, qui sont les communes de mon canton en tant que conseillère départementale. Donc merci de m'avoir invité et puis bon effectivement depuis le 17 mars nous nous sommes retrouvés en situation de confinement qui a été levé seulement le 11 mai et j'avoue que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui on n'arrête pas puisque il faut qu'on puisse pouvoir apporter des réponses au quotidien de la population tout en les aidant à sortir de cette situation d'angoisse et d'anxiété et regarder l'avenir avec un peu plus de confiance. Donc effectivement, dès le 10, nous avions installé notre cellule de crise qui a été transformée dès le 17 en cellule comité de direction pour pouvoir appréhender toutes les facettes de la prise en compte de cette pandémie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à gérer, puisqu'on sait que c'était pendant une période électorale, bon, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, et surtout ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là. Donc, est-ce que ça a été pour vous une vraie difficulté de tomber de plein pied dedans? Ça a été vraiment une grosse difficulté, puisqu'il a fallu préparer déjà les bureaux de vote pour pouvoir les mettre aux normes de façon à éviter au maximum de personnes d'être impactées par le virus. Donc ce que nous avons fait depuis le jeudi, nous avons préparé les salles, donc les choses se sont très bien déroulées, la population a bien compris, elle a adhéré. Et après, il a fallu tout de suite, au lendemain des élections, mettre en place cette cellule de veille. Donc, vous voyez, c'était pas évident. On revient d'une élection, on n'a même pas le temps d'analyser l'élection, on n'a pas le temps de discuter avec la population, on n'a pas le temps qu'il faut tout de suite rentrer de plein pied dans la situation, de façon à pouvoir, surtout au niveau des aînés, apporter des réponses par rapport à l'anxiété, à l'angoisse que rencontraient ces personnes-là, qu'on rencontre encore ces personnes-là. Oui. Donc pour vous, le plus compliqué, c'était quand même aussi d'aborder cette question avec les personnes âgées, avec les personnes en difficulté. C'était ça, mais c'est surtout aussi, vous savez, je suis une personne, je bouge énormément, j'aime le contact avec les gens, et être obligé de gérer la commune à distance, par audioconférence ou par visioconférence, je vous avoue que c'était très très compliqué. On ne pouvait pas dire aux gens restez chez vous en même temps pour pouvoir être dehors. Donc ça a été vraiment une période compliqué, mais j'avoue, je profite de l'occasion pour les féliciter parce que j'avais une équipe de choc autour de moi, avec le premier adjoint, la DGS, la directrice du CECAS, la DRH, service technique, l'agent de prévention, le policier municipal. Nous avons vraiment formé une équipe et on avait pratiquement une audioconférence, un CODIR, on appelait ça un CODIR, comité de direction, pratiquement tous les 2 jours.
de façon à faire le point sur toutes les facettes de la vie de la commune. Parce que gérer leur quotidien, apporter des réponses. Par exemple, les personnes âgées, on a commencé à voir des personnes âgées qui nous disaient qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller faire des courses ou d'aller à la pharmacie. Et donc, on a mis en place une petite plateforme. On a demandé aux commerçants du coin, ceux qui étaient d'accord pour jouer le jeu, pour pouvoir faire des livraisons à domicile, par exemple. Au niveau de la pharmacie aussi, tout le monde a joué le jeu. Les vendeurs de légumes aussi, ils ont joué le jeu de façon à ce que les gens ne passent pas trop de temps dehors, ou alors que les gens puissent être livrés à domicile. Et je crois que c'est un service que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a eu aussi la distribution des paniers pays offerts par la région, mais que nous avons dû compléter puisque le principe de la région, c'était pour les personnes de 80 ans et plus. Mais il y avait un certain nombre de paniers qu'il a fallu compléter pour moitié, puisqu'on ne voulait pas laisser certaines personnes de 80 ans et plus sur le tapis. Donc nous avons eu cette opération de légumes. Nous avons eu aussi l'accompagnement avec les fruits et légumes des melons et les producteurs de bananes qui nous ont aussi accompagnés. On a pu à ce moment-là aider certaines familles avec enfants. Nous avons eu aussi un donateur qui nous a offert des jus pour les enfants. C'était des choses qui étaient achetées pour un hôtel, mais comme l'hôtel était fermé. Nous avons eu aussi l'implication très forte de la Croix-Rouge, du Secours catholique. Nous avons eu aussi tous les agents du CECAS qui étaient complètement impliqués sous cette affaire, les agents du service technique, les élus. Et je vous avoue que ça a été assez facile à faire, mais c'était quand même une période très contraignante parce que le souci que nous avions, c'était de savoir s'il n'y avait pas de personnes isolées. Parce qu'on pourrait avoir une personne seule avec qui on ne pouvait pas avoir contact. Donc on a mis en place un réseau avec les médecins de la commune, avec les infirmiers, infirmières, avec aussi les travailleurs sociaux, ce qui nous a permis quand même d'être à l'écoute des problèmes qui se posaient et de répondre au plus près aux préoccupations de la population. Donc, avec les directeurs d'école aussi, l'inspectrice, puisqu'on a des enfants qui n'ont pas pu avoir la continuité pédagogique parce que soit ils étaient dans une zone blanche non couverte par Internet, ou alors les parents n'avaient pas Internet, ou alors les parents n'étaient pas en mesure de les accompagner. Et ces enfants-là, on a mis en place avec l'aide de l'inspectrice et des directeurs du directeur et des directrices d'école, le moyen de pouvoir leur procurer chaque jour les feuilles, les devoirs, et après on transmettait aux enseignants de façon à ce que ces enfants-là ne soient pas totalement coupés de l'acte d'éducation auquel ils ont droit. Et puis aujourd'hui, depuis la semaine dernière, donc... Alors on va arriver tout à l'heure au déconfinement, voilà. C'était la première phase, la phase de gestion, puisque c'est vrai que personne ne s'y attendait. En tout cas, on avait entendu parler du Covid-19, mais bien sûr, on se disait que ça nous toucherait peut-être pas, ou certainement pas, en tout cas on n'avait pas prévu, et il a fallu mettre en place toute une organisation. Alors au niveau même de cette gestion qui a été faite par le gouvernement, est-ce que vous avez dû vous adapter? Est-ce que vous avez eu à redire? Est-ce qu'il y avait des éléments manquants pour que vous puissiez agir en toute, je vais dire, pas en toute liberté ou sérénité, mais que vous puissiez avancer par rapport à cette crise, je vais dire, sans précédent? C'est vrai que c'était difficile. C'était difficile et en plus, il y avait il y avait souvent des incohérences. Et moi, je ne jette pas la pierre au gouvernement parce que comme c'est la première fois que ça arrivait, il n'y a pas d'autres exemples qui auraient pu leur donner des retours d'expérience et savoir exactement comment faire. Donc je ne veux jeter la pierre à quiconque. Mais c'est vrai qu'il y a eu des incohérences auxquelles il a fallu s'adapter. Parce que l'urgent, c'était de pouvoir apporter des réponses à la population. Et des fois, ce n'était pas toujours évident dans le cadre du confinement.
quand on nous dit qu'il faut fermer, je prends juste un exemple, il faut fermer les écoles parce que les enfants sont fragiles et ce sont les premiers vecteurs, etc., de la maladie, et que rien n'a changé. Ce qui avait été dit, c'est que c'était des porteurs sains et que, bon, les enfants après on nous dit qu'il faut, mais pas l'inverse. Après, les premiers qu'on nous dit de faire sortir, ce sont eux. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à admettre. Et puis, quand on entend que le conseil scientifique dit ça, le ministre de la Santé dit cela, le Conseil d'État revient et il défait. Donc, on a parfois quelques difficultés. Par exemple, aujourd'hui, on nous disait que les lieux de culte devaient être fermés. Et le Conseil d'État dit qu'il ne voit pas pourquoi on ferme. Vous voyez, des trucs de ce genre. Donc, on nous dit qu'il y a, par exemple, qu'il faut continuer comment on appelle ça encore, le couvre-feu, parce que c'est important, etc. Puis on dit que bon, il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral. Moi, j'avais un problème au niveau de DS, c'était l'arrivée des personnes par bateau. Des plaisanciers qui arrivaient. Et on n'arrivait pas à gérer ce flux de personnes qui arrivaient sur le territoire de la commune et qui descendaient dans le bourg, qui déambulaient. À un moment donné, ça a failli poser problème entre les plaisanciers et la population, puisque les gens ne comprenaient pas qu'on leur dise de ne pas sortir et qu'en même temps, on voit qu'il y a des gens qui arrivent, qui marchent, etc. Et comment avez-vous fait pour gérer cette j'avais écrit déjà au préfet, j'avais signalé, et puis finalement, bon, j'ai pris un arrêté. Mais j'avais du mal à faire assurer l'arrêté puisque je n'ai pas de force de l'ordre. Mais au moins, les gendarmes avaient un document sur lequel ils pouvaient se baser pour demander aux gens, quand ils descendaient, que c'est eux seuls qui devaient descendre, qu'ils faisaient des courses et qu'ils retournaient sur le bateau. Donc on a pu plus ou moins... puisque gérer de cette manière. Le colonel, le commandant de gendarmerie du Sud-Bastère est venu sur le terrain, il a fait le tour des bateaux, etc., avec la brigade nautique. On a bien expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils restent sur place, etc. Et puis finalement, bon, les choses se sont passées plus ou moins bien, quoi. Mais c'est vrai que c'était difficile à gérer. Alors, pour vous, c'était trop d'informations et où il n'y avait pas forcément de cohérence? Il manquait de la cohérence. Mais comme je dis, on ne peut pas jeter, enfin personnellement, je ne jetterai pas la pierre à ceux qui ont pris les décisions dans la mesure où ce n'était pas forcément évident pour eux, puisque personne ne connaît jusqu'à présent ce virus. On n'a pas fait le tour. On savait pour la grippe espagnole, on savait pour les autres pandémies, mais on ne savait pas, on ne sait pas jusqu'à présent. Certains disent qu'il va retourner avec plus de force, d'autres disent non, etc. Il faut un vaccin. Non, il y a le Niflakil, enfin le médicament du docteur Raoult devait être le médicament miracle. En même temps, vous voyez, ce sont des choses qui vous viennent. Alors, c'est pourquoi je dis aux gens, il faut prendre les choses avec recul, avec sagesse, avec sérénité, entendre, retenir et puis après faire... Alors justement, quand vous dites entendre et retenir, de tout cela, que faut-il retenir? C'est sur tout ça la grande question. Comment épurer, comment essayer d'aborder les questions et de garder l'essentiel et surtout ce qui va permettre de se protéger et de protéger les autres. Moi, j'aime à dire que cette pandémie, elle est venue et elle nous a montré un certain nombre de choses. Elle nous a permis aussi de replacer les choses selon leur juste valeur. Et il me semble, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que ne serait-ce que par la présence du virus, la vie ne pourra plus être comme avant. Il y aura une vie avant le corona et une vie après, puisque les gens ont compris lors du confinement que certaines choses qui pour eux étaient des choses essentielles et ils se sont rendus compte que c'était pas essentiel, on pouvait quand même vivre sans. Mais surtout ce qui m'a frappé le plus, c'est la nature, la réaction, la réponse de la nature par rapport à cette période où on a eu l'air qui était plus clair, on a eu des plots qui avaient disparu, qui sont revenus, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en route et de toute façon,
cette La recherche nature a repris ses cette droits. recherche de la croissance, cette recherche de la consommation à outrance, cette espèce, je crois que les gens vont arriver à mieux apprécier, je crois, aujourd'hui, les choses de leur environnement, la vie de tous les jours, apprécier la famille, apprécier d'être en famille, apprécier d'être avec les enfants, apprécier de vivre l'instant présent, apprécier les produits du pays, apprécier... je crois qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché et que c'est à nous tous de faire en sorte collectivement, de faire en sorte que ce confinement qui a été quand même vécu difficilement par certains et qui a été mis à profit par d'autres, ne puisse pas laisser de traces indélébiles dans la personnalité même des gens. Et c'est la première semaine, on n'a pas trop entendu de choses, mais j'espère que par la suite, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Est-ce que ça voudrait dire, puisque vous nous avez un petit peu montré la facette positive de tout cela, est-ce qu'il faudrait que de temps en temps on puisse avoir un petit Covid de, je sais pas, 20, 21, 22 de temps en temps pour qu'on puisse remettre les choses à leur place? Ça a été trop dur sur le plan humain. Sur le plan, on ne parle même pas encore sur le plan économique. Je prends le cas de ma commune. Oui. DS, c'est une commune qui est toujours dynamique, vivante, etc. Il faut voir maintenant, on descend dans le bout, même après le déconfinement, il n'y a pas de vie. C'est calme, je ne dirais pas que c'est triste, mais c'est un jour nouveau, quoi. C'est un regard nouveau. Donc, c'est une pandémie qui va laisser des traces. D'ailleurs, ce matin, le président de la République avec Madame Merkel, ils se sont retrouvés au niveau de l'Europe pour aller chercher des finances pour pouvoir répondre aux nombreuses dépenses que cette pandémie a pu créer au niveau, parce que je pense sur le plan, on demande aux restaurants de ne pas ouvrir tout de suite, et ça se comprend, puisque la promiscuité, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Mais il y a des employés, il y a des charges, il y a des choses qu'il faut payer. Comment ça va se faire? Moi, je sais que ceux qui sont chez moi, ils commencent à crier. Ils crient parce qu'ils se disent que quand est-ce qu'ils vont ouvrir, quand est-ce qu'ils vont travailler, etc. Mais en même temps, on ne peut pas remettre la population en danger, puisqu'on a vu certains endroits depuis le déconfinement, les gens ont complètement oublié qu'il y avait des précautions à prendre. Et ce qu'on craint, c'est qu'à partir du moment où pour les plages, pour les restaurants, tout sera ouvert, est-ce que les gens vont continuer à respecter les différentes mesures qui devraient nous protéger? Alors, est-ce que chez vous, puisqu'il y a des restaurateurs, on le sait en bord de mer et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu cette formule-là à partir du 11 mai pour faire des plats emportés et que les gens puissent venir récupérer un plat et s'en aller? Est-ce que ça pourrait pas être peut-être une solution? Les restaurants qui sont sur la plage ne l'ont pas fait, mais il y a pas mal de petits restaurants qui ont transformé leur fonctionnement en drive. Et donc les gens peuvent aller acheter et emporter. Et moi, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas le même mouvement qu'habituellement à cette période-là, parce que c'est beaucoup plus calme, il y a moins de monde. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de donner des autorisations d'occupation du territoire pour des ambulances sur notamment la plage de Gantos et la plage de La Perle. Mais quand on va ouvrir les plages, si on laisse ces personnes-là travailler là, c'est sûr qu'il y aura du stationnement. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train d'étudier pour voir quelles propositions on peut faire à ces personnes-là en attendant, si toutefois elles ouvrent, tout de suite, si toutefois ces entreprises-là ouvrent, quelles propositions qu'on peut leur faire pour pouvoir leur permettre, s'ils veulent redémarrer, exercer leur activité. Oui. Une situation un petit peu, je vais dire, voire très compliquée
pour tous ceux qui font partie de ce secteur touristique et restauration. Alors, le gouvernement a promis beaucoup d'aide, en tout cas a dit ne vous inquiétez pas, nous serons au rendez-vous. Alors, est-ce que vous y croyez? Je ne veux pas mettre en doute la parole de ceux qui nous gouvernent, mais je dis que, en fait, on dit qu'il y a des aides, mais les aides sont toujours encadrées. Donc, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui pourront bénéficier, parce que ces entreprises-là, du point de vue comptabilité, du point de vue organisation administrative, elles ont su monter leur dossier pour pouvoir bénéficier des aides. Mais il y a d'autres petites entreprises. Est-ce qu'elles pourront justement fournir tous les documents qu'on leur demande et répondre? On a eu quand même une réunion avec Patrick Vial-Collier, le président de la CCIG. Et il était présent chez nous l'autre jour et il a expliqué aux gens, les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 2 millions, avec un seul salarié, etc., il y a des possibilités d'aide et d'accompagnement. Donc j'espère que les gens vont trouver des organismes pour les aider, parce qu'on sait bien que lorsque celui qui est dans son entreprise, une petite entreprise avec une seule personne, n'a pas le temps d'aller chercher les textes et d'aller chercher les dossiers pour pouvoir les monter, s'il n'y a pas un accompagnement à côté qui leur dise bon voilà les documents, voilà ce qu'il faut apporter, voilà ce qu'il faut faire, parce que même des fois pour la comptabilité c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Jeannie Marc, nous marquons une courte pause et nous revenons au sein de cette émission avec vous pour poursuivre, puisqu'il y a d'autres questions intéressantes. On sait que vous avez une commune où il y a de belles plages, donc cet aspect a été mis en avant, les sports nautiques, etc. Et puis, on verra avec vous ce que vous pensez. Apparemment, la situation a tendance à se débloquer, mais nous aimerions avoir votre positionnement par rapport à tout cela. Et ça sera juste après une courte pause. D'accord. Aborder la question des plages, nous partons du côté de l'éducation. L'éducation avec les écoles, où c'est vrai, il y a eu autour de cela des maires qui étaient pour l'ouverture des écoles au niveau de leur commune, d'autres étaient contre. Alors ce matin, il y a eu l'ouverture de collèges, 19 collèges, avec celui de Saint-Barthélemy, alors 5e, 6e. Ce matin, alors, il y a un collectif de parents d'élèves qui s'est créé, qui, justement, dit non à cette reprise, alors avec un courrier adressé à l'État, aux collectivités majeures, rectorat, etc. Que pensez-vous de ce positionnement par rapport à la reprise? On ne parle pas des écoles primaires, mais on parle des collèges déjà. Alors, que pensez-vous de cela? Est-ce que le positionnement des parents, en tout cas de ce collectif, vous semble fondé, et est-ce que pour vous c'est normal? Le fait que le gouvernement ait laissé le choix aux parents d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, cela peut se comprendre, et cela a permis à certaines personnes qui voulaient le faire de vouloir envoyer leurs enfants à l'école alors qu'ils allaient travailler. Moi, pour le collège, pour le primaire, j'ai donné ma position, elle est claire. C'était non à la reprise. Non, moi je voulais que les enfants, d'ailleurs, avant même que la décision soit prise, j'avais déjà rencontré l'IEN, les directeurs d'école, et on avait même commencé à faire une petite enquête pour voir dans quelle mesure on allait faire. On avait déjà même préparé un échelonnement de la rentrée des enfants et de la prise en compte. On était déjà
Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'État nous dit que nous devons faire entrer les enfants. C'est le maire qui doit prendre la décision et la décision doit être validée par le préfet. Le ministre nous sort un document réalisé par Veritas, plus de 60 pages, où on nous impose un certain nombre de règles. Et quand on lit les règles, on se dit, si un problème arrive, il survient un problème au niveau d'un enfant, d'un enseignant ou d'un personnel communal, le maire à tous les coups sera responsable. Donc, oui, ben oui. On ne peut pas prendre la responsabilité de l'État, puisque l'État est responsable de l'éducation et de la santé. Or, l'État nous dit à nous, en tant que maire, de prendre sa responsabilité d'ouvrir, et c'est si nous acceptons d'ouvrir que le préfet va donner. Je dis non. Puisqu'on ne pourrait pas, bon, il y a des communes qui ont des ressources, de bonnes ressources, qui ont des moyens, qui ont pu mettre un enseignant, enfin un agent dans chaque salle, etc. D'accord pour eux s'ils pouvaient le faire. Et puis si les parents, pour eux, pour aller travailler, ils voulaient faire autre chose. Mais hier, quand j'ai fait l'enquête, sur 307 parents, il y a 197 parents qui se sont opposés fermement. Sur 307 307, fermement. Il y a environ 20 ou 30 qui étaient un peu indécis ou qui n'ont pas donné de réponse. Il y a peut-être à peine une vingtaine, mais d'une seule école pratiquement, parce qu'il y a une école, c'était 0, une autre devait avoir 6 et une autre devait avoir 14, qui voulaient que les enfants retournent à l'école. Donc moi, dans ces conditions, je me suis dit... Vous avez tranché? J'ai tranché avec... après avoir discuté avec mon équipe, après avoir discuté aussi avec les parents d'élèves, après avoir discuté avec les enseignants, on a décidé de... Mais on va mettre en place une forme de permanence, parce que je suis toujours persuadée que les enfants, il y a des enfants qui reçoivent les devoirs, il faut faire des photocopies, peut-être qu'un parent ne comprend pas quelque chose, les enseignants sont prévus d'être dans l'école, et que les parents pourront, mettre en place les gestes de distanciation, etc., les parents pourront éventuellement aller demander un renseignement à l'enseignant. On ne sait pas encore quelle forme qu'ils vont donner, mais ne serait-ce que pour ceux qui sont en difficulté. Moi, je dis que la reprise, ça devrait être effectivement pour ces enfants-là, ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas pu, pendant toute cette période, bénéficier de la continuité pédagogique. Mais pas un truc où, moi j'ai vu des choses... Comme quoi? Ça m'a choqué. Comme quoi? On a mis des croix dans la cour, les enfants doivent se mettre debout à tel endroit. Non, c'est pas l'école, ça. L'école, c'est la socialisation, l'école, c'est l'apprentissage, l'école, c'est la formation. Et pour moi, c'est pas... Mais pour vous, est-ce que justement, dans ce contexte-là, il faudrait apprendre aux enfants à vivre avec ce virus? Est-ce que ça paraît important? Mais c'est l'essentiel, c'est indispensable. C'est essentiel qu'on apprenne. Mais nous tous, nous devons apprendre à vivre avec. Puisque nous ne savons pas si elle va durer 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, si elle ne sera pas l'année prochaine à la même période, on ne sait pas. Donc, il faut bien qu'on apprenne à vivre avec. Et il faut apprendre aux enfants à vivre avec. Il faut apprendre aux enfants les gestes. Mais moi, ce qui me choque, c'est de voir que ce sont les premiers qu'on a demandé de sortir pour les protéger. Et aujourd'hui, ce sont les premiers qu'on met en avant. Moi, c'est ce qui me choque. Donc, au niveau des communes, donc, nous avons pris la décision, 2 maires ont fait le choix. Mais au niveau du collège, donc, effectivement, le conseil départemental a en charge les bâtiments. Donc, le conseil départemental a pris des dispositions pour que les bâtiments soient en état de recevoir les enfants et le personnel. Après, la responsabilité d'ouvrir et la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur du collège dépend du principal. Donc, l'État dit qu'il fournit les masques et les gels. J'espère que d'ici jusqu'à la fin du mois de juin, les écoles, les collèges pourront encore bénéficier de gel et de masques. Mais j'ai bien compris qu'il n'y aura pas de cantine. Donc les parents qui ont envoyé leurs enfants, il n'y aura pas de restauration scolaire. Les enfants devront retourner à la maison.
Donc, moi, je comprends parfaitement la position de certains parents qui refusent, je le souhaite vraiment très ardemment, qu'aucun enfant ne puisse avoir de problème dans ces établissements-là. Alors, j'ai vu en France, vu dans l'Hexagone, il y a 50 écoles qui ont fermé, qui ont ouvert et qui ont fermé tout de suite. 50. Heureusement, bon, maintenant on peut détecter très tôt, on peut voir. Mais je souhaite qu'on n'ait pas de problème comme on a vu dans certains collèges ailleurs. Je souhaite. Alors, ce sont près de 6 millions de masques qui ont été envoyés en Outre-mer. Donc, on ne devrait pas avoir de problème de masques. Sauf que pour les enfants, il y a quand même des règles. Non-port de masque pour les petits, etc. Les enfants comprennent très vite. Tout cela, c'est compliqué à mettre en place pour vous dans les écoles. Voilà. Chez vous, il n'y a pas de problème d'eau, Jeannie-Marc? Non, on a la chance de pouvoir bénéficier de l'eau en quantité et en qualité. On avait déjà une première prise qui fonctionnait bien. On a une deuxième qui vient en rappel par rapport à la première. Et effectivement, si nous n'avions pas la deuxième, nous serions en difficulté aujourd'hui parce qu'on aurait été obligé de faire des tours d'eau pour permettre au point haut de pouvoir être desservi. Mais aujourd'hui, quand même, les choses, même si j'ai un tout petit souci sur un surpresseur qui devrait être livré depuis un moment, mais une incompréhension entre fonctionnaires fait que le surpresseur n'est pas encore mis à la disposition des gens. C'est construit depuis plus d'1 an, mais bon, il y a une incompréhension administrative qui nous amène. Donc, ADE, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, de touche du bois, il n'y a pas de problème d'eau. D'accord. Nous reviendrons avec vous tout à l'heure puisqu'il nous faut aborder la question des plages. Et c'est vrai que beaucoup ont vu ce manque-là d'aller à la plage. Et ça sera juste après un appel de téléspectateurs puisqu'il y aura des questions qui vous seront posées pour voir un petit peu comment les choses se définissent. ADE, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir Église, bonsoir Madame Jeannie-Marc. Bonsoir Madame. Oui, c'est Madame Vanita de Monalo. Mes félicitations pour le reste. Hein, et toujours une femme de poigne qui prend les décisions principaux et qui savent exactement ce qu'elle doit faire. Alors il faut continuer, chère Jeannie. Merci. Par contre, je voulais juste profiter de votre présence, Madame Jeannie-Marc, à la télé Canal 10, qui est si bien écoutée à cette heure-ci, pour que vous puissiez rappeler à tous nos compatriotes que nous sommes en zone verte, c'est vrai, mais le problème est encore là. Pourquoi je dis ça? Parce que encore ce matin, bon, j'étais dehors à faire un peu de disposition, beaucoup de personnes sans masque et qui viennent vous parler en face. Ce midi, on m'appelle encore à nouveau pour des familles qui sont allées se baigner et tout le monde ensemble, petits comme grands, et les parents principalement sans masque. Alors qu'on dit à tout le monde, c'est le masque qui nous permet, ou qui nous évitera éventuellement d'avoir un deuxième confinement. Essayez ce soir de lancer l'appel avant de partir. Peut-être beaucoup de Guadeloupéens vont vous entendre et vous écouter, parce que je sais que vous êtes une femme sage parmi toutes les femmes guadeloupéennes. Merci. Bon courage, chers amis. Merci. Merci madame. Alors justement, on aborde la question des plages, mais ce déconfinement du 11 mai, comment l'avez-vous vécu à DE? Est-ce que pour vous c'était une population disciplinée, une population qui respectait les gestes barrières, les règles de sécurité? Nous, pendant tout le confinement, nous avons utilisé les réseaux, mais nous avons aussi utilisé le véhicule de la police surmonté d'un micro où nous avons sillonné au moins une fois par semaine
tous les quartiers pour rappeler à la population les règles, mais aussi pour leur donner les informations, puisque on ne se voyait pas beaucoup. Soit la première fois j'étais là, les autres fois c'était des enregistrements, etc. On rappelle toujours aux gens de faire attention, de respecter, etc., de respecter les règles de distanciation, etc. Ma foi, je trouve que à Déhais, la population a eu un bon comportement. Les gens respectaient. Depuis le déconfinement, je constate que les gens ont leur masque. Ils mettent leur masque. Je suis passée par contre dans certains commerces et j'ai constaté que les marquages n'étaient pas toujours au rendez-vous pour rappeler aux gens que, par exemple, il y a des... S'ils rentrent dans le magasin, il y a déjà quelqu'un, il faut qu'ils attendent, etc. Donc, ce travail-là, la police et l'agent de prévention sont chargés de le faire, de repasser pour leur expliquer. Il y a certains qui n'ont pas fait de marquage, mais qui font respecter ce que les gens attendent dehors et tout, mais pour encore rappeler aux gens les règles. Parce que, comme je leur dis, la dernière fois, je leur ai dit que c'est un virus qui est très contagieux et qui tue. Donc, on ne doit pas prendre ses aises avec ce virus. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on déconfine que le virus n'est plus là. Le virus, il est là, il est présent. Il est présent et il touche de plus en plus de personnes. Donc, il faut que les gens comprennent que déconfinement, c'est pas... Il y a une recrudescence, selon vous, de... Moi, ce que je le crains énormément si les gens ne le respectent pas. Moi, je sais que dans les bus, j'ai entendu beaucoup de débats là-dessus, les chauffeurs de bus ne laissent pas monter les gens s'ils n'ont pas leur masque. Je trouve que c'est très bien. Les places sont aussi... on respecte la distanciation dans les bus. Mais effectivement, je ne sais pas qui est allé ce matin dans un grand magasin. Il m'a dit qu'il a été effaré parce qu'autour de lui, il n'a pas rencontré beaucoup de gens qui avaient leur masque et qui faisaient des courses. Et parfois avec des enfants. Donc il faut que les Guadeloupéens comprennent. Jusqu'à présent, nous avons été exemplaires. On nous a toujours dit que nous étions les plus mauvais élèves de la classe. Aujourd'hui, nous sommes en catégorie verte. Donc, ça veut dire que nous avons bien maîtrisé la situation. Il ne faut surtout pas que nous retombions dans du rouge ou alors qu'on nous demande à être reconfinés. Donc, il faut qu'on continue à appliquer les gestes barrières et la distanciation. Il n'y a que ces solutions-là que l'on connaît. Nous repartons du côté du téléphone puisqu'il y a des appels, nous les récupérons. Alors, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, oui. Oui, c'est bien, monsieur. Oui. Bonsoir, madame Boisé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Désira. Bonsoir. Rappelez-moi, en 2007, là où on a tombé à Déhais, elle avait dit bon, nous avions pu voyager encore parce que nous pouvons tellement faire. Et elle avait dit même pas encore. La personne maladie. Son maladie, là où on a peur, on peut n'importe quelle maladie. Et nous, on perd un disant, nous tout travail, tout discours fini. Nous pères ouverts, nous qui morts, que c'est là. En cas de bilan, Macron, il vit comme ça. Et je comprends l'inquiétude des mêmes. Donne le temps au temps. Et la vérité me dira, ça veut dire quoi? Fais confiance à ce que ça nous a fait. Ne pas parler pour parler, mais fais confiance à ce que ça nous fait. Et si nous confions à ce que ça nous fait ici, il va dire, mais si vous me faites, c'est pas vrai, on peur de dire, est-ce qu'on commence à faire l'autre bas au fou? Ou pas quoi dire fou? Non, ce sont des gens qui comprennent. Ils comprennent. Ils ont dit, vous les familles. Et ils vont à l'école. Et ils ont dit, ils sont faits, c'est pas cas de c'est seul. C'est l'homme est là et le soleil est là.
La mer et le soleil, c'est seulement la vie, c'est celle qui est ça. Pour d'autres degrés. Et pour nous, pour ce jardin, tout le monde a parlé, moi ça fait. Mais c'est ça nous dit, et pour nous courir sur des batailles. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. Merci. Une Juste réaction? pour rectifier, le Boeing est tombé en 1962 à DE. Donc 2007, c'est peut-être une manifestation de commémoration, voilà. Mais vous avez raison de dire que on ne doit pas avoir peur. Personnellement, les gens me demandent si j'ai peur. Je dis non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, mais je dis qu'il faut quand même prendre des précautions. Par exemple, les communes qui ont de l'eau et qui peuvent faire appliquer par leur personnel les règles de distanciation peuvent le faire. On ne peut pas leur dire de ne pas le faire. Mais celles qui savent qu'elles ne peuvent pas le faire et que demain on risque de... Parce que le problème quand il tombe, c'est le maire qui est responsable. Hein, parce que soit par exemple l'agent qui était affecté n'a pas nettoyé suffisamment un endroit et qu'un enfant a été, etc. Et quand on fait l'enquête, etc., ben, c'est le maire qui est responsable. Que ce soit pour l'éducation nationale ou pour les parents ou pour les enseignants. Oui, donc beaucoup de responsabilités. Non, on n'a pas peur, on a l'habitude de prendre nos responsabilités. La vie est faite de responsabilités et la vie est faite de challenges, la vie est faite d'enjeux, de défis à relever. Alors, mais là, celui-là particulièrement, moi je vois par exemple, il y a un cyclone qui passe, première chose, je dégage les routes, deuxièmement, je prépare les écoles, les enfants vont rentrer. Alors justement... Mais là, on ne sait pas. Alors, on vous dit que l'enfant peut porter, l'enfant ne peut pas porter, l'enfant peut être porteur sans être malade et il vous le transmet. Alors justement, nous arrivons sur cette question des plages et puis après, nous irons pour conclure sur cette saison cyclonique parce qu'il va certainement falloir aussi se préparer puisque une grosse saison cyclonique à venir et c'est dans pas trop longtemps, donc il faudra peut-être cumuler en termes d'efficacité. Alors tout d'abord concernant les plages, dès le départ, quelle a été votre position sur cela? Moi, tout à fait au départ, ma position c'était qu'on ouvre le matin et on ouvre en fin d'après-midi, puisque ce sont les habitudes des gens. Donc le matin? Non, au départ. D'accord, le matin et en fin d'après-midi. Quand on analyse les plages, le décret ne rend pas l'accès aux plages libres. On dit, il faut bien faire la faut bien faire attention. Oui. On dit que le préfet peut, après avoir échangé avec le maire. D'accord? Donc c'est une possibilité. D'accord? À ce moment-là, le maire regarde comment, avec ses équipes, organiser l'accès à la plage. Donc l'accès à la mer. Puisqu'il faudra traverser la plage. Il y a une différence entre accès à la plage et à la mer. Par exemple, je prends le cas de Grand-Anse. Quand vous allez à la plage de Grand-Anse, c'est quand même près de 50 mètres, quoi, vous devez 60-80 mètres que vous devez traverser de plage avant d'arriver à la mer. D'accord? Oui. Mais l'accès à la mer, parce que les gens en ont besoin. Les Guadeloupéens, leur thérapie, c'est la mer. Ils en ont besoin. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient malheureuses de ne pas pouvoir se baigner. Je sais qu'il y en avait qui allaient se baigner, qui surveillaient. C'est pas là qu'on a dit que la mer n'est pas... La mer. Vous avez vu ces personnes? Je connais des gens. Mais en fait, quand je leur explique, je leur dis qu'en fait, pourquoi au départ on a dit pas la mer? Parce qu'on sait que, par exemple, pour les plages, quand on regarde les plages de France où les gens sont obligés de louer une petite place pour pouvoir se mettre, pour pouvoir bronzer, etc. C'est pas la même chose que chez nous. Chez nous, les gens se lèvent le matin, ils vont courir, ils vont faire du yoga, ils vont faire du sport, ils vont prendre leur bain, après ils rentrent. Et
avec ces personnes-là, il n'y a pas de problème à partir du moment où on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, trop collés pendant qu'ils sont dans la mer. Donc d'avoir des petits groupes, de respecter la distanciation. Après, quand ce sera la période d'ouverture à la plage elle-même, c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment faire attention parce que les gens risquent de s'agglutiner. À Dieppe, on a plus de 8 plages. Bon, il y a les habitués de Gantance, il y a les habitués de Leroux, il y a les habitués de La Perle, mais il y a les habitués du Bourg aussi, il y a les habitués de Paul Thomas. Comment avez-vous pensé tout cela? Qu'avez-vous concocté pour que ça soit pratique et qu'il n'y ait pas de frustration chez les gens au sein de la population? Je dis au préfet que j'ouvre l'accès à la mer sur toutes les plages de la commune. Je dis bien l'accès à la mer sur toutes les plages de la commune. Parce que je ne vois pas comment, avec 3 policiers, je peux assurer une surveillance et mettre en place, prendre un arrêté qui ne me permettrait pas de l'appliquer, cet arrêté. Comment je peux aller faire quelqu'un sortir de la mer à midi? À midi, c'est l'heure du repas du policier. Il faudrait pouvoir embaucher, prendre des personnes juste pour cette période. Non, on va s'organiser. On va mettre en place des brigades sur la plage pour vérifier que les gens respectent la distanciation. On va vérifier que les gens ne restent pas, ne stationnent pas, ne pique-niquent pas, ne restent pas sur la plage. On met en place les conditions. Mais il n'y aura pas d'arrêté. Mais, c'est le préfet qui prend l'arrêté. Donc, si le préfet ne le prend pas, il n'y aura pas d'arrêté. Il n'y aura pas d'arrêté. Mais les gens qui est-ce qui pourra empêcher aux gens d'aller se baigner? Personne. Je pense qu'il vaut mieux faire confiance à l'intelligence de l'homme, à la volonté collective de pouvoir lutter ensemble contre la pandémie, que les gens comprennent qu'en le faisant, on crée un risque. Le risque, c'est quoi? C'est pas la mer qui crée le risque, c'est le fait d'être ensemble, d'être regroupés. Donc à partir du moment où ils ne sont pas regroupés, ça ne devrait pas poser de problème. Mais comment je fais pour contrôler toutes les plages, depuis Tillette jusqu'à la moitié de Petite-Anse? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre 2 agents sur chacune des plages. Je prends tout le monde qui est à la mairie et je mets 2 par plage. En plus, les gens, il faut qu'ils aillent manger le midi, il faut qu'ils retournent l'après-midi. Je ne peux pas faire les gens faire 8 heures d'affilée, 5 jours sur 5. Les syndicats me demanderaient quelles sont les conditions de travail que je donne à mes agents. Mais on va faire des propositions et on verra comment le préfet fera pour prendre son arrêté. Par exemple, à Gantance, on me dit de faire une entrée, une sortie. Pas possible. Mais j'ai Cani, les gens peuvent rentrer par Cani, la partie sud. Les gens peuvent rentrer aussi du côté de Taïnos là-haut, près du Caracoli en haut. C'est compliqué de pouvoir mettre, de baliser l'entrée, etc. Et même si je dis que je donne l'autorisation ou je prends l'arrêté pour une plage, mais les autres, les gens iront sur les autres plages. Ouais. Nous sommes presque arrivés malheureusement au terme de cette émission. Alors Jeannie-Marc, bientôt cette saison cyclonique, on y est presque et apparemment ça ne s'annonce pas très bien puisque ça sera une période assez dense selon les prévisionnistes. Donc, est-ce que vous y avez déjà pensé en termes de préparation? Est-ce que vous dites place à cette crise sanitaire avant, on verra après? Comment avez-vous articulé tout cela? Non, de toute façon, la réunion en préfecture, c'est toujours la première semaine du mois de juin pour préparer la saison cyclonique. Donc celle-là a commencé très tôt. Mais vous savez, on sait que notre pays, notre belle Guadeloupe est un pays à risque. Et donc, nous savons vivre avec nos risques. La pandémie est arrivée, on ne la connaissait pas. Donc, on essaie de s'adapter. Mais on sait que au niveau du plan OSEC, la mise en place du plan OSEC, il faudra inclure dans le plan OSEC les mesures de distanciation pour pouvoir organiser les permanences, les accueils, etc. Donc bon, je ne dis pas que c'est un comme un autre, mais simplement
nous sommes dans un pays à risque, nous aimons notre Guadeloupe, nous ne voulons la donner, la laisser tomber pour quiconque et pour quoi que ce soit. Donc on se donnera les moyens, je crois que tous les maires sont dans le même état d'esprit, on se donnera les moyens de pouvoir préparer la saison avec la population et de pouvoir mettre notre population en sécurité. Merci Jeannie-Marc d'être venue sur ce plateau, et puis il y aura le deuxième tour de ces élections municipales. On attend un petit peu voir comment tout cela va se passer. Et puis, quant à nous, on ne sait pas si c'est juin, si c'est septembre, ils n'ont pas encore dit. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur le Covid-19. Voilà, donc excellente soirée à tous, et puis nous nous retrouvons demain avec un autre invité politique. Excellente soirée, mais surtout faites très attention à vous et continuez à respecter ces gestes barrières qui sont nécessaires pour la protection de tout un chacun.